Arabe, j'ai fait une carrière de l'enseignement et les médias, et actuellement je suis directeur de l'Institut supérieur de l'information et de la communication, l'ISI, l'école journalistique. On va se présenter, c'est le nom du prénom, le parcours et quelle relation vous avez avec la communication et les médias. Donc, en quelques phrases, dire quelle relation vous avez avec eux. Vous avez une relation, vous avez travaillé là-dessus, vous avez fait quelque chose là-dessus, vous n'en avez pas fait, c'est juste pour mettre en commun. On y va. Ah, s'il vous plaît. J'ai besoin d'entendre. سيدة كيحل assistance sociale au centre d'accueil de Migrants Caritas. J'ai comme relation avec les directions. Mais vous êtes dans un centre d'écoute. Non, c'est juste qu'on essaie de direct tout ça. Et donc on travaille aussi avec les médias pour plaidoyer de certains objectifs de l'association. Vous étiez éligible doctorat chercheur en éducation et développement. Ma relation avec les médias, avec la presse écrite. J'ai dit beaucoup les jours. C'est déjà une bonne entrée. L'agent de presse, de programme public, fonctionnalité. Vous travaillez sur quoi? Gouvernance locale, donc en fait, Oui, d'accord, c'est ça. gouvernance locale et lutte urbaine à travers la communauté. D'accord. Je suis étudiante chercheur en analyse du développement social. À constituer de la relation avec les médias, il se limite principalement dans les réseaux sociaux et la presse électronique. Ensuite, Et mon frère, infirmière en anesthésie réanimation dans la région de Larache, spécialement constatée. Étudiante, chercheur au master organisation mondiale du commerce et échange d'intervention et collaboration avec les médias. Je ne suis pas en relation avec les médias. Ce qui est de la communication, du fait de mon travail, donc je suis obligée je suis habituée à communiquer avec les gens. Alors, c'est étudiant chercheur en géographie. En géographie. Les médias pour moi, c'est un projet de société qui passe des messages, mais pas toujours le réel. d'accord. Moi, je m'appelle Aboudi Médamou. Alors, le volume. Je réponds au nom de Aboudi Médamou, D'accord. étudiant chercheur en master management et développement social. Ma relation avec les médias, juste j'ai pris des informations sur la télé et oui, Mauriel du master management et développement social. Alors, ma relation avec la communication, c'est que je suis toujours branché avec les réseaux sociaux et les forums de discussion. Ça va. Isabelle Blanche, ancienne lauréate du master management et développement social. Je travaille actuellement au ministère de la Solidarité et du Développement social, spécifiquement à la direction de la femme. Ma relation avec les médias, c'est, comme a dit mon collègue, les réseaux sociaux, la presse électronique, mais des fois, lors de notre travail, au niveau des conférences, on fait des communiqués de presse pour sensibiliser les gens à l'action que fait notre ministère au niveau d'une action spécifique. Comme si on a fait une formation pour les points focaux au niveau du genre, on a fait un communiqué de presse. Lindsay Louis, lauréate du master management et développement social. Je suis professeure et je m'intéresse à la presse, les réseaux sociaux. Sheima Elbissi, titulaire du master management et développement social. De son relation avec les
les médias et la presse. Je lis beaucoup de journaux et aussi les réseaux sociaux. Et je fais partie du groupe professionnel du théâtre. Alors, on fait des tournées. Surtout, on a plusieurs sujets, surtout la sensibilisation pour la lutte contre le sida. Je suis étudiante en master de développement social. Je suis commissionnaire régional chez Maroc Télécom. Ma relation avec les multimédias, c'est une relation de profane. Mais je sais très bien que les multimédias constituent un facteur incontournable pour promouvoir le développement. Je suis étudiante en master en management de développement social. Également, je lis et je suis beaucoup la presse électronique. Donc je vais vers vous. Qui pourra nous faire une synthèse du cours de M. Lassi, de l'exposé de M. Lassi? Personne qui peut nous dire en quelques phrases pour qu'on puisse pas, pour qu'on ne répète pas la même chose. Volontaire ou on désigne un volontaire? Vous avez tous assisté? Il y avait pas mal d'actions. Puisque ça coïncidait avec une conférence à l'Université nationale. D'accord. Ah, donc il y avait beaucoup d'actions. Qui était présent? Moi j'étais présent. Vous allez dire ce que vous en avez retenu, juste quelques pistes. D'accord. De toute façon, M. Lassi, il avait abordé la question de la communication sociale. Il a fait une distinction entre la communication institutionnelle et la communication pour le développement. Voilà, donc social. Il avait donc parlé de l'UEC, du CCC et de marketing social et aussi du marketing public. Et les types de communication en général, c'était dans ce sens. Et la gouvernance et le gouvernement. On n'avait pas abordé. Pour la gouvernance, c'était pour un autre séminaire. Il fallait préparer un atelier, puisqu'il y avait des actions, il a préféré donc le travail avec Et encore, retenu que pour la communication numérique a facilité la tâche aux citoyens d'accéder à l'information et aux services de l'administration et à contribuer à la démocratie participative. Parfait. Donc, je vais d'abord vous dire sous quel angle je vais intervenir. Donc, c'est sous l'angle des médias. Donc, ayant pratiqué tous les médias, pratiquement, je ne viens pas d'un parcours académique, je viens d'un parcours professionnel. Et en même temps, tout en travaillant sur différents supports, j'ai mené une réflexion, et je mène toujours une réflexion sur cette évolution des médias. Donc il y a deux choses déjà à retenir sur le mot média. Alors, le mot média, on l'utilise dans son acception, si vous voulez, professionnelle, formelle. Je vais m'arrêter un instant là-dessus, je vais revenir. Donc, média, c'est un journal, c'est une radio, c'est une télévision, c'est un web, donc c'est un métier, c'est une profession, c'est un support, et donc c'est ça, le média, les médias quand on parle, surtout que les médias occupent leur place et donc quand ils s'auto-désignent, ils parlent d'eux comme étant les seuls médias qui existent. Les médias, c'est des cases. Je reviendrai à cette histoire-là de classification. Mais il y a le mot média dans le sens large du terme, c'est tout ce qui permet de communiquer.
Donc c'est un sens beaucoup plus large, tout ce qui permet. Et donc, quand vous êtes dans Maroc Télécom, par exemple, vous travaillez sur les tuyaux, tous les contenus sont des médias. Tout ce que transmettent les tuyaux sont des médias. Tout ce que nous échangeons quand on parle au téléphone, tout ce que nous envoyons quand on envoie un mail, tout ce que nous montrons quand nous mettons un web, c'est des médias. L'échange de l'information. Oui, c'est de l'information, du contenu. C'est du contenu. Alors, les canaux, c'est les tuyaux. Et les contenus, c'est ce qu'on met dans les tuyaux. C'est de l'information. C'est de l'information dans tous ces états. Donc, ayez ça présent à l'esprit. Quand on dit médias, est-ce que vous parlez dans un contexte formel où on parle des médias au sens convenu du terme et formel du terme, ou bien vous parlez du média au sens large du terme. Le média, c'est un contenu qui sert à communiquer entre des individus, des communautés, des publics, en direction. Donc cette distinction-là, elle est importante et on y reviendra. J'ai intitulé cet exposé, comme vous allez le voir, les médias numériques et la gouvernance civile. Alors, nous allons ensemble approcher cette problématique à travers un certain nombre de notions et de définitions. Donc, pour y arriver, du point de vue méthodologique, je vais distinguer un certain nombre de notions, par exemple, le pré-numérique et le numérique. En gros, le numérique, on sait qu'il renvoie à un code. Il vient de l'informatique d'abord. De l'informatique, donc c'est un code, c'est 010101. Donc c'est avec ça qu'on va faire des suites. Et donc, tous les supports que vous voyez sur un écran, derrière, il y a eu un codage au départ. C'est de la programmation. C'est ça le numérique. Donc, on s'oriente, si vous voulez, vers le tout numérique. Ça, on le voit au niveau des images, au niveau de la vidéo. Il y a eu une période où on avait un codage analogique. Mais c'est une période. Il y avait de la transmission analogique. Mais là, on a de la production numérique et de la diffusion numérique et de la transmission numérique. Tout est numérisé. Donc, il y a des réflexes très numériques où il y avait une partie numérique, pas numérique. Maintenant, on va vers le tout numérique. Ça, c'est une tendance lourde. Donc, c'est quelque chose de fondamental à comprendre. C'est que tous les médias sont devenus et sont en train de devenir numériques. Si vous faites un peu un retour en arrière, c'est-à-dire un peu moins d'un siècle, l'imprimerie était mécanique, était physique, mécanique. C'est ce qu'on appelait la linotypie. La linotypie, non, linotypie, je crois que c'est I. Il ne le reconnaît pas. Linotypie. Non, linotypie. Linotype, TH. Non, non. Si. On l'accepte.
Pour écrire, c'était une grande usine, petite usine. Vous appuyez sur une lettre et c'est un morceau de cuivre qui tombait, dans lequel était gravée la lettre. Et après, on les réunissait, on les prenait, on les mettait dans un four qui va imprimer ça sur du plomb. Donc, faites cette recherche, elle est passionnante. L'histoire de l'imprimerie. Quand on parle de al-Nutba al-Hajariya, c'était bien avant aussi, c'était des gravures sur la pierre. Donc, tout cela est dépassé, complètement dépassé. Maintenant, on a un codage numérique. Donc, vous voyez, l'exemple de l'imprimerie est extrêmement significatif. Comment on a gagné du temps, comment on a gagné la souplesse, comment on a gagné... Donc l'économie a complètement changé. Mais je ne veux pas faire une histoire sur l'histoire de l'imprimerie, je veux juste parler du pré-numérique et du numérique. Nous avons eu des périodes avant le numérique. Maintenant, tout est... La période pré-numérique, on parle de convergence également. Les convergences technologiques et les convergences numériques. Là, c'est un mot à retenir, le mot convergence. Quand on parle de convergence technologique, on parle de 3 disciplines différentes. L'informatique, les télécommunications et l'audiovisuel. Donc c'est ça à peu près quand on parle des convergences numériques. On va prendre, si vous voulez, un triangle. Je vais prendre un triangle ici et en smart, je vais prendre un triangle comme celui-là. La convergence, elle était entre l'informatique, les télécommunications et l'audiovisuel. C'est ça ce qu'on appelle les convergences technologiques. Avant, c'était 3 disciplines différentes. L'informatique, c'était pour programmer. Les télécommunications, pour mettre en relation. Et l'audiovisuel, c'est l'image et le son. Et là, on les a réunis. Donc, vous avez un téléphone, il y a de l'informatique, de l'image de son qui sont des médias, et il y a de la télécommunication, puisqu'il permet de parler. C'est l'exemple même, le smartphone, c'est l'exemple même. C'est ça l'exemple même de la convergence téléphonique, de la convergence technologique. Donc vous voyez qu'au-delà de la théorie, on est en train de parler de choses qui font partie de notre environnement. Revenez à ma première question. Quelle est la relation que vous avez avec les médias? Et vous pensez, la plupart d'entre vous pensent aux médias conventionnels, traditionnels. Les journaux, et certains ont commencé déjà à parler des réseaux sociaux, des technologies numériques, des forums de discussion, du mail, de la communication sociale. Votre ami qui est au ministère de la femme, dans la direction de la femme, où elle parle, on élabore un communiqué de presse. Donc c'est le lien entre une activité et les médias conventionnels.
Donc vous voyez que le champ va s'élargir. On ne reste pas dans des cases conventionnelles. Et on va y arriver grâce à quelque chose. Là, vous êtes dans une démarche académique aussi. Quand vous avez un gros problème, un tas de problèmes, vous commencez par faire des petits tas. C'est ce qu'on appelle la typologie. La classification, la typologie. Et donc, la meilleure manière d'aborder les médias, c'est de faire une tentative de typologie, une classification, le tri. Donc, chaque fois que vous classifiez quelque chose, vous le faites sur la base d'un critère de classification. Vous voulez classer ce groupe que vous êtes. Alors, quels sont les choix que vous avez? Quels sont les critères de classement? Le sexe. L'âge, le sexe, la taille, le niveau de la formation, l'origine, le lieu le lieu de résidence, les hobbies, qu'est-ce que vous préférez, qu'est-ce que vous aimez. Donc vous avez des critères. Donc quand on veut classifier les médias, on cherche un critère. Alors il y a des classifications convenues. C'est le support. Donc le support. On a les médias écrits, ils utilisent le papier. Les médias audio, ils utilisent la voix. Les médias visuels, c'est l'image. Donc vous voyez qu'on peut... Alors je vais revenir à cette histoire de classification rapidement parce qu'elle est inévitable. Donc, les médias, on va revenir à la typologie des médias, si vous voulez. La typologie des médias. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'histoire des médias, elle sert à les classer. Chaque média a une histoire. Alors, d'après vous, quel est le média le plus ancien? C'est une question piège. Donc, par exemple. Exactement. Ben moi, je dis l'audiovisuel, et l'audio, c'est le tam-tam, et le visuel, c'est la fumée. Je dis c'est l'audiovisuel, mais à condition que vous soyez d'accord avec moi que l'audiovisuel, l'audio c'est le tam-tam, et le visuel c'est la fumée. Donc, Le son et l'image. Le son et l'image. Monsieur, si vous permettez, ça ce n'est pas de la publicité, mais c'est une invitation si vous voulez découvrir le musée pendant Télécom. À chaque année, bon, le service est gratuit et vous pouvez avoir avec des détails, donc l'historique des médias. C'est extrêmement important. C'est extrêmement important de voir un peu. Mais moi, je suis content de cette trouvaille. Parce que quand on parle d'habitude dans l'histoire conventionnelle des médias, on dit c'est la presse écrite. Oui, mais c'est la presse écrite, on va y arriver. C'est la presse écrite quand on a inventé l'imprimerie et qu'on a utilisé le papier. Mais avant ça, il y avait. Sauf que le mot audiovisuel, on le réserve à une période beaucoup plus récente. Plus moderne. Alors que l'audiovisuel était au départ la communication beaucoup plus spontanée et naturelle. Accepté? Et c'est pour ça que je dis cette notion de tam-tam. Sur les moyens. Oui, C'était aussi le feu pour communiquer. le feu, exactement. La fumée, le feu, tous les moyens. Et en fait, vous allez renouer avec des choses plus sophistiquées pour ceux qui ont travaillé parmi vous sur la physique, sur l'optique, Donc c'est tout ce qu'on peut voir. C'est le transport de la lumière qui va plus vite que le transport de la voix. Donc,
300 000 mètres secondes pour une lumière, donc n'est pas le transport du son. Ça, c'était des choses. C'est pour cela que dès que vous commencez à gratter un peu, vous allez trouver les cohérences d'ensemble. Mais ayez tout le temps présent à l'esprit ces deux choses. Nous avons une classification conventionnelle. Ça, c'est les médias tels qu'ils sont construits, ça y est, bétonnés. Et la vie humaine. La vie humaine, l'histoire humaine, l'anthropologie. Et ça va nous amener à quelque chose d'extrêmement important, c'est le rôle de l'écrit. Comment l'écrit, comme modalité, et là ça aura des conséquences socio-politiques, idéologiques, l'écrit a favorisé une approche élitiste. L'écrit a donné du pouvoir. Donc, l'écrit est devenu un privilège. L'écrit a favorisé l'émergence de modalités de maîtrise du pouvoir. L'écrit est devenu aussi l'équivalent du sacré. On sait écrire, donc on a des secrets. On détient des secrets. On a de l'information. On a de l'information privilégiée. On a un pouvoir. C'est extrêmement important. C'est extrêmement important, mais c'est une histoire, dans l'histoire de l'humanité, l'écrit, donc ça me donne des pistes aussi sur l'alphabétisation et tout ça. Donc on en a parlé quand on a parlé à l'occasion d'une soutenance. Donc comment, en communication, comment l'écrit a occupé le terrain. Et on va y revenir, cette histoire-là, dans la classification. Alors, en gros, pour la classification, on a ce qu'on appelle les grossisteries, les agences de presse. Qu'est-ce qu'une agence de presse? Qu'est-ce qu'une agence de presse? Parce que c'est quelque chose, c'est une question, elle n'est pas piège, elle est centrale. Une agence de presse, La MAP, par exemple, c'est pas la MAP, c'est une agence de presse nationale, oui. Il y a 3 ou 4 agences de presse internationales. L'AFP, Reuters, Associated Press. Ça, c'est les 3 grandes américaines Associated Press, française AFP et anglaise Reuters. Il y avait aussi TASS, qui était soviétique, et maintenant elle s'appelle EPA-TASS. Donc c'est très important, c'est un gros système. C'est une grosse historie. C'est des Production de l'information massive. production. Alors on va voir est-ce que elle produit ou pas. Donc ce sont des entreprises qui sont nées vers le 19e siècle. 19e, c'est récent. Le 19e, c'est récent. C'est récent. Donc elles sont nées. Et quels facteurs qui ont favorisé leur naissance? Le négoce international, La puissance économique aussi. la puissance économique, les technologies. Elles sont nées avec le télégraphe. Et le téléphone. Oui, le télégraphe avant, l'ancêtre, ensuite le téléphone. Et surtout quelque chose de très important, le moment où on a compris que l'information est un produit. Qu'on peut vendre l'information. Que ce n'est pas seulement un pouvoir. On va voir que la presse écrite a précédé les agences. Mais on va voir leur naissance. C'est à ça que je fais allusion quand je dis des naissances contrastées et des dominantes diversifiées. Pour l'agence de presse, donc c'est une entreprise qui vend de l'information. C'est une entreprise dont l'activité consiste à collecter, traiter
et diffuser de l'information. C'est ça la définition générale. Donc une entreprise dont l'activité consiste à collecter. Elle n'est pas... Parce que produire, parfois, c'est comme si on produisait ex nihilo. C'est-à-dire de rien. Alors que là, elle collecte. Elle cherche l'information et elle la collecte. Elle la traite, elle la conditionne, et elle la vend. Une analyse. Elle la traite surtout. Selon Selon son point de vue, selon la demande, puisqu'elle vend. Donc vous êtes en train de vendre des produits, des aliments, des produits cosmétiques par exemple. Donc vous allez les fabriquer, vous allez collecter la matière première, vous allez fabriquer, vous allez conditionner, vous étudiez le marché, et selon le marché, vous allez envoyer. La demande du consommateur. Ouais. C'est la même chose. Oui. Pour l'agence de presse, c'est la même chose. On collecte de l'information. C'est un traitement et c'est une diffusion, une commercialisation. C'est une commercialisation. Ah, oui. Ce conditionnement se forme idéologique. Aussi, il est instinctif. C'est ça. Il est même inconscient. C'est-à-dire, vous mettez ensemble des journalistes dans un même écosystème, ils finissent par respirer le même air et d'avoir les mêmes valeurs. Donc tellement ils sont encadrés, parce qu'il n'y a pas une vérité absolue. On est tous dans le relatif. Et surtout, pendant toujours l'idéologie de ces agences de presse, par exemple, prenons l'agence de presse américaine. Donc c'est normal quand elle va recevoir un ensemble d'informations, il essaiera de les traiter en fonction de ses intérêts, par exemple en Moyen-Orient. Oui, certainement. Certainement qu'il y a un conditionnement général. Quand on produit, on ne produit pas innocemment. C'est toujours subjectivement. Ouais, bien sûr. On est quelque part et on produit à partir de quelque part. Sur le mode d'un intérêt brut. Alors, retenons quand même la dimension commerciale du produit. L'agence Reuters, par exemple, la principale activité de l'agence Reuters, c'est l'information financière. Donc, dans toutes les banques, dans toutes les bourses, dans tous les marchés, il y a la présence de l'agent de Reuters vend de l'information. J'ai lié l'évolution de l'information qu'on produit au négoce international. Et je donne généralement cet exemple simple. Vous récoltez du coton et vous envoyez du coton par des voies maritimes pour les envoyer par le négoce international. Vous allez le vendre d'un point. Vous avez collecté dans un point A et vous allez le vendre dans un point B. Si vous avez l'information qu'il y a 15 autres bateaux qui vont arriver en même temps sur le point B. Et donc si vous avez cette information-là, et vous changez de direction, et vous allez vers un point C, où il y aurait votre seul bateau. Vous êtes gagnant. Cette information-là, vous la traduisez en revenus. Ça coûte de l'argent. Ça coûte de l'argent. Voilà pourquoi le négoce international, l'information dans ce genre-là, il y a 3 clients principaux. Le client politique, c'est celui qui fait la guerre. Donc il a de l'information, il sait que votre ennemi, il a mobilisé des troupes sur cette frontière et vous pouvez le contourner. La banque, c'est le client financier. Et les médias. Les médias deviennent clients de cette information-là. Qui va à la diffusion première. Qui va à la diffusion pour vendre Son image de marque. son image de marque et son produit. Oui. Son produit. On va le voir pour l'audiovisuel, il va vendre l'espace de publicité. Oui.
puisqu'il est regardé par 15 000 personnes, il va vendre aux publicitaires ce potentiel de 15 000 auditoires. C'est un lieu d'exposition. C'est ça ce qu'il vend. Le journal, il est vendu 2 fois. Il est vendu une fois en kiosque pour le lecteur et une fois avant même d'arriver au kiosque, c'est la publicité. C'est ça le modèle économique. Il vit beaucoup avec la publicité. Bien sûr. Surtout les magazines. Les magazines. C'est leur source de financement primordial. Exactement. C'est pour ça que la crise actuellement, la crise des médias écrits, c'est que c'est insuffisant pour la publicité, puisque la publicité est captée par l'audiovisuel. Il y a plus de public pour l'audiovisuel que pour La presse écrite, c'est. Ces évolutions sont très importantes. Donc nous avons là les grosses historiques, c'est les agences, l'information en tant que produit, la presse écrite. La presse écrite, elle a 2 déterminants, 2 choses qui... Elle est faite par des intellectuels, au départ. Ok, c'est l'élite. Donc c'est les gens qui détiennent le pouvoir des intellectuels qui veulent s'exprimer. Et 2, elle a une charge idéologique. Les premiers journaux ont été créés pour diffuser des idées. C'est la propagande, soit c'est le religieux, c'est de la communication. C'est de la communication publique. Et ça a coïncidé aussi avec la création de l'espace public. Oui, l'espace public, c'est-à-dire l'opinion publique, l'espace public, les lecteurs. Le lecteur qui devient électeur. Les deux. Donc on est électeur et lecteur. Donc vous voyez, cette origine de la presse écrite est différente de l'origine de l'agence de presse. Et il y a 2 déterminants différents. Pour l'agence de presse, c'est le gain, c'est la valeur économique de l'information, alors que pour la presse écrite, avant la valeur économique, il y a la valeur intellectuelle, la valeur idéologique, la valeur politique. Vous voyez, quand on met dans le même sac les médias, vous commencerez à faire cette distinction. C'est très important. Venons-en maintenant à la radio et la télévision. On revient à leur histoire, comment ils sont nés, pour qu'on puisse comprendre leur logique. Là, il va y avoir quelque chose d'autre. Moi, je dis pour la radio, c'est un accident. C'est quasiment un accident. La radio telle qu'on la connaît. Parce que ce qui a été inventé, ce qui a été découvert, c'est les fréquences. C'est ça ce qu'on a découvert. C'est la possibilité de faire porter le son par des fréquences radioélectriques. Donc c'est ça la découverte. La découverte, de la même manière que l'eau peut porter quelque chose, que la terre peut porter quelque chose, il y a les fréquences qui peuvent porter quelque chose. Donc quand on a découvert le télégraphe, le reste est venu tout seul. Le télégraphe, c'est écrire à distance. Le téléphone, c'est parler à distance. Et donc la radio, c'est porter le son. C'est porter le son, le faire parvenir quelque part. Et donc après, quand on a découvert que le petit bidule, le récepteur, on lui met un haut-parleur et des transistors et on peut mettre du contenu, mettre des médias, c'est un produit dérivé par rapport au produit principal qui est le télégraphe et le téléphone. Ça, c'est le son. Donc
l'histoire du son, comment on l'a transporté, comment il est devenu un produit, comment il est devenu un média. Ensuite, l'image, la vidéo. C'est parce qu'il y a eu deux choses qui ont précédé. C'est la photo et le cinéma. La conjonction de la photo et du cinéma et du vecteur fréquence qui a transporté le son ont fait qu'on a créé la télévision. La télévision est née de cette combinaison-là. La photo, une image fixe. Le cinéma, c'est 24 images par seconde. C'est juste mettre bout à bout 24 images au rythme d'une seconde. C'est ça le cinéma. Et le dessin animé, c'est ça. Vous dessinez à la main, vous dessinez, et après vous photographiez et vous déclenchez la visualisation. Votre regard va vivre l'animation. Donc vous voyez que cette archéologie des médias, quand on fait cette visite historique dans l'histoire des médias, on va décomposer les processus. Et on va mieux comprendre. La photo, le cinéma, donc c'est l'audio et la télévision, le support, le télégraphe, le téléphone, le téléphone. Voilà à peu près l'éventail des médias. L'éventail des médias et leur typologie, leur classement, vous pouvez les classer maintenant selon le support, selon l'origine, selon l'objectif derrière. C'est une fois que vous avez fait ça, vous avez fait le tour. Il n'y a rien de très. Parce que vous ne voulez pas vous spécialiser dans l'histoire des médias. Vous voulez juste faire un tour rapide, et on l'a fait en un quart d'heure, pour comprendre comment ça s'est fait. Parce que on veut aller vers l'éclatement de tout ça, pour voir la communication numérique, comment elle va se faire en dehors de ces cases-là. Puisque maintenant, avant, je suis dans une école de journalisme, l'étudiant qui venait chez nous passait beaucoup de concours et nourrissait beaucoup de rêves pour arriver chez nous, parce qu'une des choses qu'on pouvait lui donner, c'est des machines pour faire un montage. Et lui apprendre comment faire un montage. Et maintenant, il n'a pas besoin de nous pour ça. Ça, il peut l'apprendre, votre petit frère, il peut manipuler facilement et beaucoup plus facilement ça. Avant, il fallait une caméra à plusieurs millions pour prendre les images. Maintenant, prenez votre smartphone. Tout le monde est devenu journaliste citoyen. Et c'est là le cœur de la chose. Tout le monde est devenu. Donc on va parler du web. Du web 2.0 et du web plus. Le web, on peut le regarder comme un support de contenu. Une plateforme. Une plateforme, c'est un espace où on met du contenu. Tous les contenus dont on a parlé sont déjà là. C'est un espace de gestion et de management de l'information. Mais c'est aussi un espace public. Tout le monde le regarde. Et tout le monde s'adresse à travers le web. Alors, qui est-ce qui peut nous dire quelle est la différence entre le web et le web 2.0 ? Le web et le web 2.0. Non. Il y a une seule distinction, on va y arriver. Au départ, c'était quoi le web? La toile. C'était le lieu
où des producteurs de contenu proposaient leur contenu à des consommateurs potentiels, vous et moi. Donc, on avait quelqu'un qui produisait des journaux, qui mettait ses journaux. Quelqu'un qui produisait de la radio, qui mettait sa radio. Quelqu'un qui produisait de la vidéo, qui mettait sa vidéo. Et nous, on venait, on se connectait et on consommait. C'est ça le web au départ. Oui, il y a les producteurs de contenu et il y a les consommateurs. Le web 2.0, c'est que vous et moi, consommateurs, on produit en même temps. On a laissé des choses, on laisse des choses. Avant, on ne faisait que prendre des choses. Que recevoir. Que recevoir. Sans agir. Ouais. Maintenant, nos mails, nos forums de discussion, nos commentaires, nos réactions, et participation. C'est de la participation et c'est de la production de contenu. Donc, voilà la différence fondamentale. Le 2.0, c'est-à-dire que le consommateur est en même temps producteur de contenu. Il intervient dans la production. Oui, il intervient, il est producteur. Un acteur actif. 3.0. Alors, 3.0, on va y arriver là, tout de suite. Les réseaux sociaux. La communication, les réseaux sociaux. Donc, vous créez des communautés. C'est le groupe du master qui est en train de communiquer. C'est les amateurs de je ne sais pas quel aliment, de fesses ou de figues, qui ont créé une communauté. C'est les amateurs de sport extrême. C'est les amateurs de photographie. Tout ça, c'est des communautés. Ça crée des communautés. Les adorateurs de ceci, les adorateurs. C'est des groupes d'intérêt. C'est des groupes d'intérêt partagé, je dirais. D'intérêt partagé. Parce que d'intérêt, ça veut dire économie. Donc, d'intérêt partagé. Imaginez, ça c'est entre vous, vous appartenez à ces groupes et vous partagez ces intérêts-là. Donc, l'opérateur Maroc Télécom ou la filiale Maroc Télécom qui veut vendre de la production, qui veut vendre du service télécom, de produits, et qui va repérer ces communes, et qui va rentrer dans ces communautés. Et il utilise cette production-là comme un domaine d'affaires, un business. Donc ce qui est vendu, c'est les bases de données. Vous créez des bases de données. Quand vous êtes dans un réseau social. Et ces bases de données coûtent de l'argent. Parce que c'est une communauté de consommateurs. Ce n'est pas uniquement une communauté d'intérêt partagé. Excusez-moi, ça m'arrive personnellement. Parfois, je reçois des mails comme ça. Alors que je commence à me demander. Au départ, je me disais comment ils ont eu mon adresse mail. Après, on m'avait dit que voilà, ils vendent des. Bien sûr, c'est vendu. Il y a des gens, c'est un business maintenant, c'est le 3.0. Donc, c'est utiliser l'expression spontanée pour remettre dans le circuit du business. Alors, deux choses à retenir de ça. Quand vous entendez gratuit, ce n'est jamais gratuit. Demandez-vous qui a payé. Vous êtes dans un restaurant, vous avez mangé et vous voulez payer, on vous dit non, non, c'est payé. C'est réglé. C'est réglé. Donc il y a quelqu'un qui l'a réglé. C'est gratuit pour vous, mais ce n'est pas gratuit en soi. C'est exactement la même chose. Tous les services que nous consommons, ils ont coûté de l'argent
et ils sont payés quelque part. Et c'est comme ça que vous voyez Facebook, Twitter et tout ça, qui vont coûter quelques milliards de dollars, alors qu'ils sont gratuits. Donc le mot gratuit est un terme de communication. C'est du marketing, c'est de publicité. Bon. Oubliez définitivement cette histoire de gratuité. Chaque fois que vous consommez quelque chose de gratuit, vous avez payé quelque chose. Soit vous l'avez payé préalablement, sinon Oui, vous l'avez oui, payé oui. ultérieurement. Ultérieurement, donc. C'est pas suffisant pour faire un contrôle en quelque sorte. Bien l'espionnage. Avant même l'espionnage, avant même, mais ça, c'est une autre face de l'intérêt, si vous voulez, que vous représentez. Mais ce n'est pas uniquement le seul. Donc il y a déjà vous avez une valeur financière et économique en tant que consommateur potentiel. Moi je donne toujours l'exemple personnel suivant. Je vais à l'étranger, dans un pays où je mettais les pieds pour la première fois. J'arrive dans la chambre d'hôtel et m'arrive ce qui vous arrive tous. Je reçois des mails intempestifs, comme ça, qui viennent tout seuls. Et on m'indique les restaurants marocains et français dans le quartier où je suis. Donc, c'est ce qu'on appelle le géomarketing. C'est un marketing géolocalisé. Géolocalisation. Le futur, vous allez être dans votre voiture, et vous allez arriver dans une rue, et elle va vous indiquer qu'est-ce qui vous intéresse et qui est proche, selon vos goûts. Il y a des applications. Oui, il y a des applications. C'est-à-dire que vous avez un profil sur le net. Alors, on est dans le champ 3.0. Le petit accès. Le 3.0, oui.